Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Hello Jérémy, comment tu vas? Bienvenue sur Antipop. Merci, salut Anne-Claire, merci de me recevoir. Très bien, très bien. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui parce qu'en fait, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, on a déjà travaillé ensemble, on a déjà collaboré ensemble de plein de manières. On s'est connus sur le cercle de Kylian Talin, qui est du coup la personne qui nous a fait nous rencontrer. On était dans un cercle de responsabilité, on a bien accroché et après on est devenus copains, je dirais, copains de visio, on a pris des cafés, on a travaillé ensemble sur un de tes projets, Hérétique. Tu as intervenu plusieurs fois dans mon programme Puzzle pour des masterclass parce que tu as une expérience super riche et en plus tu la racontes bien et j'ai eu envie de t'inviter aujourd'hui sur un sujet particulier qui est celui de l'art de l'interview, le fait de poser des bonnes questions. Mais avant, pour les personnes qui nous écoutent, j'ai envie de te poser des questions sur ton parcours. Ça fait 5 ans que tu as un podcast, que tu es podcasteur. Tu as commencé par lancer Sens Créatif il y a très longtemps, 5 ans, c'est bien ça, Ouais, je me trompe pas? 2019, ouais. 2019. Et depuis le podcast, eh bien, tu as réservé des surprises et a pris de plus en plus de place dans ta vie parce qu'aujourd'hui, tu es quasi podcasteur à plein temps, c'est bien ça? Ouais, tout à fait, ouais. Tu travailles du coup sur Sens Créatif, tu as 3 podcasts à ton actif. Sens Créatif, qui est un podcast que tu as lancé en indépendant, que tu co-hostes avec eh bien, Laurent Bazar, ton comparse, ton partner in Ouais, crime. depuis la saison 4. Tu travailles ensuite sur 2 autres podcasts, Protestante et Hérétique, qui sont des projets que tu coproduis pour un média qui s'appelle Regard Protestant. Je me trompe pas? Hérétique, je le fais en indé également. Ah oui, c'est vrai, C'est important pour moi. autant pour moi. Pourquoi est-ce que en 2019, tu as voulu lancer dans le podcast? Pour qu'on se mette un peu dans tes bottes de podcasteur indépendant, d'où tu venais et d'où est venue cette envie de prendre le micro et de prendre la parole? Alors moi, j'écoute des podcasts depuis un bout de temps, depuis 2015, je dirais, avant que ce soit cool en France. Beaucoup de podcasts anglophones sur l'entrepreneuriat, l'illustration, la déconstruction religieuse, on y reviendra peut-être. Et en fait, c'était un monde qui s'ouvrait à moi, qui était absolument formidable, une sorte de démocratisation comme ça du savoir. Je dis souvent que la moitié des choses que j'ai mis en pratique dans ma carrière d'illustrateur, c'est grâce au podcast que j'ai écouté. J'ai bénéficié également de beaucoup de conseils, de mentors, de personnes qui m'ont aidé à mes débuts en tant qu'illustrateur. Et en 2018, je suis devenu papa. Ça a été un joli chamboulement dans ma vie qui m'a pris tellement d'énergie que mon travail d'illustrateur indépendant a un petit peu battu de l'aile. Et malgré tout ce que j'avais mis en place et en pratique, j'avais quand même mis pas mal de choses en place. Jusque-là, entre 2013 et 2018, j'ai toujours pu aller voir justement, discuter avec mes mentors, leur poser des questions. Et à ce moment-là, je me suis dit: «Mais en fait, au lieu de garder tout ça pour moi, pourquoi en fait ne pas les enregistrer?» Et parce que j'ai beaucoup reçu des podcasts et beaucoup reçu de mes mentors et je me suis dit, que j'allais tout simplement lancer un podcast pour aller poser des questions aux personnes qui ont a priori réussi dans le game de l'illustration et leur demander comment ils ont fait. On disait qu'aujourd'hui, tu es podcasteur à plein temps, mais initialement, tu étais illustrateur. Pour progresser, tu as contacté des gens qui sont devenus tes mentors, mais plus dans la vie réelle, on va dire. Et après avoir écouté plein de podcasts, c'est quelque chose qui se répète beaucoup dans les podcasteurs que je reconnais. C'est on est d'abord auditeur, on se rend compte à quel point ça nous apporte à nous. Et après, il y a ce côté un peu élan de générosité. On a envie de répliquer ce que les podcasts nous apportent à nous sur une thématique qui nous est propre. Et tu as eu envie de faire connaître tous ces mentors, avoir cet élan de transmission vis-à-vis de d'autres personnes comme toi, illustrateurs et illustratrices, qui se poseraient peut-être la question. Donc, dès le départ, tu t'es un peu posté comme un explorateur, si je me trompe pas. Oui, tout à fait. Je sais que dans tous mes projets, en fait, je pars de la même question qui est: est-ce que je suis tout seul? Suis-je tout seul avec ces questionnements, avec ces problématiques?
Évidemment que la réponse est non, mais on est très souvent nombreux et nombreuses à se sentir isolés. Surtout que, notamment dans les métiers d'illustration, ce sont des métiers assez solitaires, des métiers entre guillemets passion, assez viscérales. Les gens sont très passionnés par le fait de vouloir réussir à percer, à gagner leur vie en étant créatif. Et moi, j'ai simplement envoyé un petit signal dans l'univers, quoi, en disant est-ce que je suis tout seul. Et puis j'ai eu beaucoup de retours de personnes très enthousiastes qui leur disaient à quel point ça leur faisait du bien. Avant moi, il y avait un seul podcast à ma connaissance sur le sujet, Exquise Esquisse, de mon ami Alexandre Soubrier, mais il était en fin de parcours. Quand j'ai lancé Sens Créatif, il était plus ou moins en train d'arrêter. Et donc, du coup, aussi, je me suis positionné un peu comme le seul sur ce créneau-là. Et oui, oui, c'est vraiment, j'ai beaucoup reçu, je veux rendre. Ma démarche, finalement, elle n'est pas très originale, hein. C'est des podcasts d'interview, comme il en existe plein. C'est presque une blague dans le milieu du podcast. Ah, tu veux lancer un podcast d'interview tellement original. Mais en fait, le fait de le faire vraiment à ma sauce et d'y aller à fond et pas de faire semblant, je pense que c'est ça qui a contribué au succès de Sens Créatif. C'est quoi, ta sauce? D'être hyper singulier, hyper entier, de tout y mettre en fait. Ses goûts, ses couleurs, ses névroses, ses intérêts, son... Tu vois, par exemple, moi je suis belge, dans le fond on s'en fiche un tout petit peu, mais en fait j'ai un petit peu mis ça, parfois je faisais des parallèles avec ma culture belge, j'ai été interviewé des illustrateurs, des illustratrices flamands, flamandes, j'ai fait des métaphores avec la frite, tout ça finalement s'est transformé. Par exemple aujourd'hui, je sais que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a toute la communauté autour du podcast intitulé Patate Club. C'est même pas moi qui ai inventé ce terme en fait, c'est une membre de la communauté avec tout ce truc autour de la pomme de terre, de la frite, etc. Et du coup, voilà. Donc du coup, en fait, pour moi, c'est vraiment y mettre toute sa singularité, y aller à fond. On n'a pas le temps pour faire les choses à moitié. Et puis se laisser évoluer au fur et à mesure. Je pense que j'ai vraiment tout mis qui j'étais à l'époque, à l'instant T, dans ce projet. De manière assez intuitive, tu as construit une marque personnelle que tu as, du coup, insufflée dans Sens Créatif, d'une manière très ingénue, de manière très enthousiaste. Tu es partie de des questions que tu te posais, tu as voulu en faire profiter les autres, tu as vu si ça résonnait et puis tu as continué à te dévoiler au fur et à mesure, à aller un peu plus loin que l'illustration, d'aller chercher dans la créativité, dans la spiritualité. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que ce podcast Sens Créatif, il serait plus qu'un podcast? Parce qu'il est vite, tu l'as mentionné, il est vite devenu une communauté, qui est animée, sur un Discord. Il y a des apéros en ligne, il y a plein de projets, qui sont mis en place. On va pas revenir dessus en détail, mais quand est-ce que tu t'es rendu compte que ça serait plus qu'un podcast? Ou est-ce que dès le départ, tu saurais que c'était plus qu'un podcast? Dès le départ, je l'ai fait très, très sérieusement. Très sérieusement, sans se prendre au sérieux. Je sais que c'est une phrase que tu aimes bien. Pour moi, avant, c'était un side project à côté de ma carrière d'illustrateur. La communauté, elle arrivait en saison 2 quand quand j'ai lancé un Patreon pour que, en fait, mon but, c'était simplement de connecter les auditorices. Et puis après, en saison 3, ça a été vraiment plus axé sur justement tout le côté communautaire. En fait, dès le départ, pour moi, j'avais l'ambition que ce soit plus qu'un podcast, que ce soit une communauté justement, et puis de me laisser les mains ouvertes aux possibilités. Par exemple, je n'avais pas du tout anticipé que, au bout d'un certain temps, j'aurais un binôme, qu'on sortirait un livre, qu'il y aurait un bootcamp, qu'on a même sorti une petite marque de fringues. Enfin, genre, tout ça a pris de l'ampleur, mais je pense que ça part de l'étincelle de base qui était, je vais pas me foutre de votre gueule, je vais y aller à fond, tout en essayant de pas me cramer quand même, mais d'y mettre beaucoup de cœur. Pour moi, le cœur est très important. De la bonne humeur, de l'enthousiasme, du cœur, d'en parler à tout le monde, de saouler tout le monde avec son projet. Mais vu qu'on fait un truc, enfin, je faisais un truc plutôt bien, ben, je voyais qu'il y avait de la réception. Si tu fais un truc à moitié cuit, ben, les gens ils se disent, oh, pour moi, c'était vraiment un cadeau. Je voulais faire un cadeau aux gens avec un joli emballage. La preuve, j'illustrais mes pochettes. Tout était très DIY. Le générique, il avait beaucoup de personnalité. Dans les interviews, je me suis toujours donné. Quelqu'un me disait que je faisais du journalisme gonzo, c'est-à-dire purement subjectif, très à la première personne. C'est pas un style de journalisme professionnel, mais avec une viscéralité, une passion, un intérêt, une curiosité hyper sincère. Et je pense que cette sincérité transparaît et que du coup, les gens sont pas dupes. Mmh. C'est intéressant que j'allais te poser la question, qu'est-ce que ça veut dire faire les choses à fond? Qu'est-ce que ça veut dire faire les choses sérieusement? C'est vrai que
tu as mis en place des choses qui sont très remarquables, qui sont très, ce que je veux dire, c'est que quand on voyait les pochettes de tes podcasts, on disait tout de suite: «Ah, c'est Jérémy Claeys», parce il y avait ton style, en fait. Et en même temps, ça paraît logique. Tu fais un podcast d'illustration pour les illustrateurs, donc il faut travailler une identité, visuelle parce qu'il y a une question de crédibilité. Donc il y a aussi, tu sais, à qui tu t'adresses et qu'est-ce qui va accrocher, leur œil. Mais en fait, finalement, tu y as passé du temps pour faire chaque pochette. Tu aurais pu réfléchir à un principe d'illustration qui soit facilement déclinable avec peut-être juste un numéro qui change ou peut-être juste un titre qui change. Mais non, en fait, à chaque, épisode, tu sortais une mini œuvre d'art, on va dire quelque chose comme ça, qui était inspirée de l'univers de la personne qui était interviewée. Et en fait, ça contribuait à cet univers, à ce côté: «Ah ouais, il se donne le mec». En fait, il nous réserve une surprise à chaque fois et je comprends son univers et je vois son investissement, a priori. Même avant d'écouter ses interviews, je vois que le mec, il y met du temps, du cœur et que, il va jusqu'au bout de sa démarche d'illustrateur pour les illustrateurs. Oui, pour moi, c'est l'importance du folklore, en fait. C'est de développer, tu l'as dit, tu as parlé d'un univers. Pour moi, c'était important de développer un univers qui était le mien. Parce qu'à la base, il ne faut pas oublier pardon, que Sens Créatif, c'était un projet sauvetage pour sauver ma carrière d'illustrateur. Donc, mon but, c'était que non seulement chaque épisode de podcast, quelque part, indirectement, c'est un peu de la promo, mais ce que je vendais, si on peut parler de ça, c'était mes services en tant qu'illustrateur. Donc chaque pochette, c'était l'occasion de montrer ce dont j'étais capable, de monter en level à chaque fois et de communiquer sur deux aspects. Et je suis un bon illustrateur, hein, et je suis un bon podcasteur et je vais mettre ça ensemble. Pour moi, je vois ça vraiment comme une sorte de gros gâteau au chocolat où tu mets plusieurs couches stratégiques, si on peut dire ça comme ça, pour être identifié, à tel point que l'année dernière, on a été invité par Apple à organiser une masterclass à l'Apple Store des Champs-Élysées. Bon, quand Apple t'envoie un mail, moi j'ai regardé à 2 fois au mail, je fais est-ce que c'est vrai ce truc? Ils nous ont contactés parce que voilà, on est quasi les seuls à vraiment développer tout cet univers expérimental et graphique autour de nos pochettes. Et il faut pas, j'aime bien préciser aussi que ça vient d'une frustration qui est que quand j'étais plus jeune et graphiste, parce que j'étais graphiste pendant 3 ans, je m'étais rêvé en tant que graphiste pour le milieu musical. Et en fait, j'ai jamais percé là-dedans. J'ai dû faire 2, 3 pochettes d'albums au grand maximum. Et pour moi, en fait, cette collection de vignettes, c'est mes pochettes d'albums à moi. Et voilà, donc du coup, les gens aussi ont pu voir mon évolution graphique et c'était un vrai plaisir. Trop bien, c'est cool ce que tu nous partages, c'est de se dire que un podcast, donc, il vient de ton envie de progresser, de rencontrer des gens, de partager, de rassembler une communauté, mais aussi de montrer ce que tu sais faire et que effectivement la régularité et la fréquence de publication des épisodes, c'est une bonne occasion de montrer de manière récurrente ce que tu sais faire et de prouver par quelque chose qui est gratuit, qui n'est pas rémunéré, de prouver que potentiellement, tu pourrais être la bonne personne pour un projet rémunéré. Ça, c'est un très bon conseil, qu'on peut donner dès qu'on veut se lancer dans un nouveau secteur ou dès qu'on veut augmenter sa crédibilité, auprès d'une nouvelle audience. C'est de se dire que dans un premier temps, on peut de manière active créer un projet, donc un podcast, une newsletter qui nous permettent de montrer de manière répétée ce qu'on sait faire dans un cadre qu'on a défini avec des gens qu'on a choisis et donc du coup, ça permet de donner envie aux gens, de faire on appelle ça un POC en marketing, un proof of concept, de prouver aux gens que ce qu'on fait, ça pourrait s'appliquer à leurs besoins, à leurs futurs projets et tout. Il y a une référence qui me vient en tête, c'est Hélène Maume, qui est, la graphiste qui a refait mon identité, visuelle en 2023. Elle fait régulièrement des études de cas de marques qu'elle aime bien, qui appartient au secteur des entreprises à impact, qui est le secteur qu'elle vise et auprès duquel elle a envie de se faire connaître. Et elle fait régulièrement des études de cas pour analyser le branding, l'identité visuelle de ces marques-là, de manière complètement spontanée sur LinkedIn. Mais en fait, il y a un effet de halo qui se crée, c'est-à-dire que comme on la voit décrypter une marque qui est prestigieuse, qui fait les choses bien, eh bien, on se dit: «Ah cette meuf, eh ben, je vois ce qu'elle fait, je vois son expertise, je comprends comment elle fonctionne, je comprends comment elle réfléchit, donc ça me donne confiance dans ses compétences. Mais en plus, j'associe son nom de graphiste à une marque
qui est hyper identifiée dans mon secteur et donc du coup, avec cet effet de répétition et ben, je vais avoir de plus en plus confiance en elle et ça va augmenter, et bien son image de marque, sa marque personnelle. Donc c'est un peu ce que tu as fait, aussi, Jérémy Claes. Oui, en fait, la générosité n'est pas obligée d'être exempte de stratégie. C'est-à-dire que vraiment, moi, je suis dans la générosité, le fait de donner, entre guillemets, sans compter, mais de l'autre, d'être intentionnel. En fait, c'est aussi, comme tu l'as dit, un marqueur de crédibilité. C'est-à-dire que l'illustration, maintenant, en tout cas à l'époque où je l'avais lancé, il y a encore un petit peu cette idée de c'est pas un métier sérieux. C'est difficile d'expliquer c'est quoi ton. Je suis illustrateur. Non, mais ton vrai métier, non, je t'explique. En fait, c'est illustrateur, en fait. Et ça fait chier que les gens se disent tout le temps, mais c'est pas un vrai métier. Et donc, en fait, j'étais déjà, entre guillemets, un petit peu identifié en tant qu'illustrateur, mais pas non plus dans la jet set de l'illustration, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, mais d'interview en interview, tu peux monter en crédibilité parce que justement, bah, je me prenais en photo avec mes invités. C'est pas du tout un truc, un exercice que j'aime faire forcément. Je le faisais un peu à l'arrache, justement, le côté un peu punk rock qui est important pour moi. Mais en fait, les personnes, au fur et à mesure, m'identifiaient parce que tu as interviewé telle ou telle personne. Et c'est hyper classique ce que je dis, mais c'est les petits sauts de kangourou au fur et à mesure en termes de crédibilité. Et aujourd'hui, quand j'interview, quand j'écris à quelqu'un pour l'interviewer, mais je dis bonjour, Sens Créatif, autant d'épisodes, autant d'écoutes. J'ai été, voilà ce que tel média a dit de moi. J'ai interviewé telle ou telle personne que vous connaissez. D'ailleurs, petit tricks, avant d'aller interviewer quelqu'un, je vais toujours voir sur Instagram les personnes qu'il ou elle suit et pour voir si dans la liste des personnes qu'elle suit, il ou elle est pote, est-ce que j'ai pas interviewé une de ces personnes-là? Et en fait, je lui dis voilà, j'ai interviewé ta, 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 donc éventuellement, probablement des copains, des copines à toi, la personne que j'aimerais interviewer. Et voilà, c'est vraiment petit à petit se construire une crédibilité en ligne avec des podcasts. Et quand les gens s'intéressent à toi et qu'ils se rendent compte que tu fais les choses très sérieusement, que tu es un acteur, tu es là, tu es sérieux, tu fais les choses, ben, ça ne peut que te revenir positivement, en fait. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais préciser, c'est-à-dire que on peut faire les choses bien, on peut faire les choses sérieusement. Tu as passé du temps à créer un générique qui était bien, qui était identifiable. Tu as créé des covers chaque semaine. Tu as réfléchi à interviewer un tel et un tel. Mais t'es pas non plus tombé dans le perfectionnisme à tout vouloir millimétrer, et cetera. Il y avait aussi ta façon d'être qui est, dans la spontanéité, ce côté punk rock comme tu viens de le mentionner. Donc tu as choisi un peu tes batailles, on va dire, en fonction de tes appétences, en fonction de ta stratégie que tu étais en train de mettre en place. Tu t'es dit: «Bah, je vais me concentrer mon temps là-dessus, mon énergie là-dessus», mais t'es pas non plus allé, tout colorier dans les bords des cadres, partout, partout, partout. Je faisais tout un travail autour de la vulnérabilité à l'époque, justement. Et finalement, toute ma quête dans Sens Créatif, c'est le lâcher prise. Lâcher prise que j'ai jamais réussi entièrement à trouver dans l'illustration. C'était pourtant ma quête. Et je me suis rendu compte que c'était là devant mes yeux, en fait, en faisant du podcast. Il y avait ce lâcher prise que je cherchais, cette vulnérabilité quelque part. Je dis souvent que les interviews, c'est un peu comme une sorte de vinyle qui crépite. Tu entends l'intonation de la voix, les erreurs, l'émotion qui passe là où, quand tu es dans l'écrit, tu peux corriger, éditer. Alors sur l'audio aussi, évidemment. Mais il y a une charge humaine beaucoup plus forte et des surprises. Tu te laisses surprendre là où peut-être dans l'illustration, j'étais dans un truc un petit peu trop contrôlé. Et j'ai toujours eu cette approche DIY, do it yourself, punk rock, et aussi de faire les choses et puis de corriger au fur et à mesure et de pas attendre qu'on soit prêt parce qu'en fait, on ne sera jamais prêt. J'ai un peu une culture assez anglo-saxonne de ce côté-là. J'avoue que j'ai jamais trop été embêté avec ce souci de est-ce que je suis crédible, est-ce que je suis juste genre, en fait, allons-y, on verra bien et puis on se laisse porter, quoi. Ouais. C'est trop cool que tu nommes l'expérimentation. Je sais qu'on a plein de points en commun, mais c'est un des points en commun qui est assez, fort, c'est de se dire, ben, on teste des choses et puis on voit comment c'est reçu, en fait. Toi, tu as testé une première saison, je vais poser mes questions, je vais partager mes transmissions. Ah tiens, ah ça répond bien. Hop, tiens, bah, ça me donne envie de créer une communauté. Ah tiens, mais il y a une personne qui est super active sur mon Discord. Ah mais je m'entends vachement moins bien avec lui. Ah tiens, il s'appelle Laurent. Ah tiens, hop et tu montes un partenariat avec lui et aujourd'hui, et ben, c'est le quote de ton podcast et donc il y a ce côté, on teste, on voit comment ça marche. Il y a pas de conclusion si ça marche pas. Par exemple,
Tu as cité ta ligne de vêtements, ça a été un Un échec, flop. je Ouais, ça a crois, été un un flop, flop, ouais. un totalement flop. Mais tu as testé et en fait, tu t'es pas non plus acharné, parce que tu as analysé les réponses. Tu t'es dit: «Bon, bah, est-ce que j'en avais vraiment envie? Pas tant que ça vaut pas le coup de m'acharner». Hop, c'est tout et tu en as pas tiré des conclusions de: «Je suis une grosse merde, je suis vraiment nulle». Tu es en mode: «Oh, bah, la cool, tiens, ça teste, ça marche pas, tac, tac, tac» et ce qui fait que, de manière agile, tu construis au fur et à mesure en fonction, bah, des réponses que tu as, des envies que tu as et aussi, des opportunités qui se présentent. Ouais, alors je précise, Laurent et moi, on se connaît depuis 10 ans et on parle ensemble depuis une dizaine d'années. Donc c'était une sorte d'évidence quand je l'ai invité sur le podcast. Et sinon, pour répondre à ta question, pour moi, en fait, tout est dans le fait de mettre suffisamment de lumière dans l'impulsion de base. Seth Godin, il parlerait du minimum viable product, de créer un produit suffisamment fort, mais qui te demande pas trop d'énergie, mais qui soit suffisamment fort pour lancer le projet. Et voilà, pour moi, c'était clair. Je vais faire un podcast à destination de la communauté des illustrateurs et des illustratrices parce que ça n'existe pas encore vraiment. Enfin, s'il y avait Exquis Esquisse, mais vu que voilà, je reprenais un peu. Je vais faire des vignettes de podcasts illustrés. Je vais créer une musique vraiment identifiable. Je vais assumer mon côté bavard, exhaustif et assez introspectif dans mes entretiens. Je vais créer des entretiens au temps long et je vais être régulier. Toutes les 2 semaines, il y aura un épisode. Et à partir de là, voilà, j'ai pris cet engagement, je continue et une fois que cette impulsion, cette lumière, elle est envoyée dans l'univers, ça attire plein de choses. Eh, on pourrait créer un Discord et on pourrait appeler ça le patate. Il pourrait y avoir une communauté qui s'appelle le Patate Club. Et vous n'avez pas envie de lancer une marque de vêtements. Et si on faisait un bouquin, en fait, la moitié de ces trucs, c'est pas moi, en fait, c'est juste des suggestions qu'on m'a faites. Et je me suis dit, ah oui, ah non. Et souvent, je dis oui. Et parfois, j'ai tort. Mais en tout cas, il y a cette idée de genre, allez, on y va. Mais ça part du fait qu'à la base, il y a une impulsion, une lumière qui est forte. J'ai envie de revenir, rebondir sur un mot qui est «assumer» pour, faire la transition avec, ton deuxième podcast, en indé, Hérétique, dont on va parler, quelques minutes avant de passer à la deuxième partie de l'interview, sur, l'art, bah, l'art d'interviewer, l'art de poser des questions. Au bout d'un moment, on s'est rencontrés à ce moment-là, tu t'es dit: «Bah, Sens Créatif, ça marche bien, il y a une belle communauté et cetera, mais j'ai envie de continuer à assumer qui je suis». Les gens, ils connaissent bien mon côté illustrateur, ils connaissent bien une partie de mes questionnements, une partie, de mon introspection, mais il y a quelque chose dont j'ai jamais parlé ou bien à demi-mot, qui est la communauté dont je viens et dans laquelle, j'ai grandi et qui aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai envie de continuer à explorer. Je me souviens de la première fois où tu m'as fait cette confession, parce que c'était vraiment une confession. Il y a un truc que je t'ai jamais dit, Anne-Claire et tout et tu m'as parlé de ce projet-là qui s'appelle Hérétique. Aujourd'hui, Hérétique, il répond à quel besoin différent auquel, Sens Créatif ne pouvait pas répondre? Sens créatif, c'est vraiment un podcast qui explore la créativité, les créatifs, sous un angle introspectif. On a vachement assumé cette partie-là assez rapidement. C'est une couleur. La saison 1 de Sens créatif était vachement entrepreneuriale. J'ai vu que ça marchait bien. Du coup, j'ai assumé en allant un petit peu plus loin. Saison 2, beaucoup plus introspectif, plutôt psycho, philo, développement personnel, questionnement existentiel. Ça a de plus en plus pris. Et puis finalement, la suite, c'était organiser tout ce machin. Mais je me suis rendu compte quand même que Sens Créatif est aussi sorti quasi en même temps d'une période un peu particulière où j'ai pris des distances de la communauté protestante évangélique dans laquelle j'ai grandi prenons les 30 premières années de ma vie. Et c'est comme si j'avais quitté une communauté pour en créer une nouvelle avec le podcast. Une communauté assez dogmatique, assez normative pour quelque chose de beaucoup plus libre et de beaucoup plus, de moins normatif. Et en fait, quand j'ai sorti Sens Créatif, je voulais pas du tout aborder ces questions-là. Parce que pour moi, c'était intime, c'était quelque part, c'est comme si je me planquais et que je me faisais une sorte de nouvelle vie parce que j'avais un petit peu du mal à assumer d'où je venais. J'avais peur d'être stigmatisé. Et j'étais un peu le cul entre deux chaises, mais Sens Créatif a vraiment été une manière de m'émanciper. Et c'était très, très chouette. Mais malgré tout, j'étais quand même toujours occupé avec ces questionnements-là, avec cette déconstruction religieuse que j'ai un petit peu fait en sous-marin pendant beaucoup d'années.
Et en fait, le podcast, c'est un média tellement formidable pour pouvoir creuser. Tu l'as dit, je suis pas un journaliste professionnel, mais je suis quelqu'un de très curieux, qui lit, qui aime beaucoup créer du lien. Et à côté de Sens Créatif, j'ai commencé à créer du lien beaucoup avec des personnes qui ont quitté aussi ces communautés religieuses comme moi, ou qui sont en cheminement ou en questionnement. Et j'ai aussi bénéficié moi-même de beaucoup de podcasts de déconstruction religieuse, mais anglophones. Il n'existait rien en français. Et quelque part, souvent les projets qui marchent, entre guillemets, tu as déjà entendu ça, genre j'ai créé le conte, le livre, le film, le documentaire auquel j'aurais voulu avoir accès quand j'en avais besoin. Et quelque part, pour moi, c'est pareil, en fait, c'est de transmettre, de léguer et de fédérer des personnes dans le même cheminement que moi. J'ai mis pas mal d'années à vraiment l'assumer publiquement. J'ai réfléchi à ce podcast pendant 3 ans. Pour moi, c'est une sorte de vrai coming out parce qu'il y a une vraie sorte de crispation internalisée, peut-être un peu trop dramatisée d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas mort d'homme au final. Mais on sait très bien que le sujet du religieux peut aussi un peu, en France, un peu, c'est sensible, quoi. Mais vu qu'avec Sens Créatif, au fur et à mesure, j'ai de plus en plus assumé cette part très introspective. D'autres personnes ont déjà qualifié, tu l'as dit en intro, mon podcast de spirituel, alors que j'étais genre, mais je fais tout pour le planquer. Comment ça se fait? Mais on ne se refait pas, chasser le naturel, il revient au galop. Et en fait, le podcasting, Sens Créatif, m'a permis de m'assumer de plus en plus. C'était de moins en moins un secret quand je parlais un peu de mon arrière-plan religieux et là où j'en étais, justement, avec mes questionnements, mes doutes. Les gens n'en faisaient pas un big deal. Du coup, ça m'a conforté dans le fait que c'était OK. Et puis, au bout d'un certain temps, parce que moi, j'aime bien faire quelque part de l'introspection et du développement public, quelque part, pour ramener les gens dans mon sillon, comme le petit poucet qui dépose des petits cailloux. Hérétique, pour moi, était une manière de me réapproprier mon histoire et aussi d'être peut-être un peu plus honnête sur voilà, mes divers parcelles, ces couleurs, peut-être cette appétence pour les questions existentielles que vous avez pu découvrir sur Sens Créatif. Ça vient de là et je vais le développer sur ce second podcast. Voilà. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est quelque chose que j'ai identifié ou remarqué plusieurs fois, autour de moi, dans les podcasteurs, podcasteuses ou même mes clients et mes clientes. Souvent, on se teste sur un premier sujet, un premier projet sur lequel il y a un peu moins de risques, où on se dévoile un peu moins. Après s'être éclaté sur ce sujet et avoir, voilà, rencontré sa communauté, monté en compétences, répondu à nos questions, il y a une mue qui se fait, il y a une transition qui se fait, où on a plus confiance en soi pour parler, pour prendre la parole, pour parler, pour se dévoiler sur un sujet de fond qui est, tout à fait, plus proche de qui on est et de ce qu'on a dans le bide, en fait, finalement. Et je l'ai remarqué, plusieurs fois qu'il y a un premier projet, après un certain temps, un deuxième projet qui vient vraiment toucher le cœur du nucléaire, vraiment, qui on est vraiment, au fond de nos tripes, va surgir. Par rapport à toutes ces heures et ces heures et ces heures d'interviews, que tu as faites, si tu te replonges, sur le Jérémy de 2019 et que tu fais une comparaison avec le Jérémy de 2024, en quoi tu as progressé sur ta façon d'interviewer les gens? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment différentes et des choses où tu vois vraiment un très gros progrès et est-ce que tu peux me les lister? C'est un secret pour personne, je suis très bavard et j'ai lancé Sens Créatif à l'époque également pour apprendre à écouter. C'est un exercice d'écoute active et ça a été une vraie transformation pour moi. C'est drôle parce qu'au fur et à mesure, au bout de 10 épisodes, des gens me disaient: «On t'entend pas assez». Je dis: «Eh les gars, je fais un podcast pour apprendre à écouter et là, vous voulez plus m'entendre». «Oui, oui, oui, mais vas-y, vas-y, c'est intéressant quand tu participes aussi». Donc du coup, j'ai appris à trouver ma juste place, Comment tu la définis, cette juste place? d'être dans l'écoute et dans le partage, de pas toujours être dans le rebond, mais d'écouter là où ça va, de choisir en direct qu'est-ce qui est le plus pertinent. Est-ce qu'il vaut mieux me taire? Est-ce qu'il vaut mieux que là, je réangle? Ça demande vraiment une attention, une grande attention. Aussi, de choisir, là où ça vibre, là où c'est sensible. Je sens maintenant quand les gens déroulent, quand ils déroulent une sorte d'élément de langage, de promo, ou quand la personne va dire quelque chose de plus personnel, de plus intime, et que je sens qu'éventuellement elle veut passer outre, et moi je vais m'engouffrer. Hep, 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 t'as dit ça. Après, je vais jamais forcer les gens. Parfois, je vais m'engouffrer dans quelque chose, je vois que la personne bat en touche, je réitère,
elle me remet en touche, j'insiste pas. Je me dis, OK, non, je suis pas là pour forcer les portes. Donc, de l'écoute active, du fun, du lâcher prise. Je dirais que quand même, pendant les 10-20 premiers épisodes, je quittais tout le temps les entretiens en disant j'ai trop parlé, j'ai pas assez parlé, j'aurais dû me taire là, j'aurais dû poser cette question-là, j'aurais plutôt mieux du anglais comme ci, comme ça. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une sorte de se passera ce qui se passera et c'est une rencontre. Est-ce que cette différence-là où tu faisais vraiment l'après-match, pour les premiers épisodes où tu bah, comme quand on sort d'une dispute ou d'une conversation importante: «Il m'a dit ci, moi j'ai dit ça» et cetera. Donc tu étais, dans l'analyse de ta conversation et ce que je sens, c'était un peu de l'insatisfaction parce que tu pointais ce que tu avais mal fait et pas forcément ce que tu avais bien fait. Et aujourd'hui, la différence 5 ans après où tu te dis: «Bah, on va voir, j'ai confiance en moi, je vais voir, ce que ça donne». Est-ce que c'est parce que tu es meilleure ou c'est juste ta posture, ton état d'esprit qui a changé? C'est les 2. J'ai clairement monté en skill, c'est sûr, mais j'ai aussi été conforté, c'est-à-dire que la quantité parle pour toi. Là où tu penses qu'il y a mort d'homme, en fait, les gens sont toujours relativement, contents et heureux de ce que tu leur offres. Ils sont pas là à chicaner, à chipoter, sur les petits détails qu'il y a que toi qui vois et quand tu te rends compte que personne t'attend au coin de la rue pour t'en mettre une parce que: «Eh, elle était nulle cette interview, tiens!» En fait, on se relaxe et du coup, on laisse les choses, être. Est-ce qu'il y a une interview qui t'a particulièrement challengée ou qui a été compliquée pour toi ou qui t'a appris quelque chose de vraiment, énorme? Alors j'ai pas une interview qui me vient en tête, mais je me souviens que mon premier enregistrement en public que j'ai fait en novembre 2019, quelques mois à peine après le lancement de Sens Créatif, ça a été un vrai game changer pour moi. Parce que je faisais mon podcast dans mon coin. En avril, je lance. En août, je lance le premier apéro pique-nique à une vingtaine de personnes. En novembre, je fais ce live, il y a 45 personnes. Donc déjà, je suis genre, OK, il y a du monde. Mais l'expérience du direct avec du public, avec 3 personnes à interviewer, il y a vraiment cette énergie, je vais le redire, punk rock qui m'est vraiment très, j'aime beaucoup parce que c'est électrisant, quoi. Tu vraiment autant je peux peut-être parce que quand même, faut pas oublier que je suis un peu un control freak quand même à la base et que justement le podcasting, c'est apprendre à lâcher prise. Je dirais que justement mes interviews, il y a un mix entre une forme de contrôle et de lâcher prise et je pense que c'est pour ça que ça marche bien. Tu sais, dans les interviews, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui disent qu'il faut préparer à fond parce qu'il faut pas se foutre de la gueule du monde et il y a ceux qui disent: «Non, mais il faut pas préparer parce que sinon tu es plus dans l'écoute active». Moi, je fais les 2. Je suis dans les 2, c'est-à-dire que je prépare vraiment. Alors beaucoup plus sur Hérétique, et des protestantes, désormais. Sur Sens Créatif, je suis beaucoup plus, à la cool parce que je connais beaucoup mieux et une fois que j'arrive à l'entretien, j'ouvre, j'ai une sorte de schéma, global de là où je veux aller, mais je me laisse surprendre et j'ai vécu vraiment, cette, surprise absolue, lors de ce premier enregistrement en public. Depuis, on en a fait plein d'autres, où il peut se passer plein de choses parce qu'il y a 3 personnes autour du micro, parce qu'il y a un public, parce qu'il y a des blagues, parce qu'il y a une ambiance, comme une sorte de concert improvisé, quoi, tu vois? Donc, pour moi, ça a été vraiment, un moment assez important, dans mon parcours de podcasteur. Je comprends. Est-ce qu'il y a des choses que tu prépares, c'est impondérable? Tu sais que tu vas pas préparer ça, ça, ça et ça? Ah oui, oui, bah, chaque entretien, je la prépare. Je vais, lire, les livres, les aller regarder, des s'il y a déjà des interviews qui sont sorties sur des podcasts, sur des vidéos, aller voir le compte, les comptes sur les réseaux sociaux. Et quand je prépare, en fait, je vais toujours me servir en premier. C'est-à-dire que je vais chercher les éléments qui, moi, m'intéressent. Enfin, déjà, de base, je ne vais pas chercher quelqu'un qui ne m'intéresse pas. C'est toujours viscéral. Je vais toujours chercher des sujets, des thématiques qui m'importent. Je ne veux pas faire une énième interview de la personne pour qu'il ou elle dise les choses qui ont déjà été entendues. Évidemment, il y a un souci de contextualisation. Voilà qui tu es, d'où tu viens, où tu vas, voilà tes faits d'armes, ce pourquoi tu es connu peut-être. Et puis après, paf, je vais chercher ce qui m'intéresse. Et ça, je le fais toujours en préparation. C'est important pour moi d'aller chercher en amont, vraiment d'aller chercher ce qui m'intéresse moi, ce qui est important, ce que je veux creuser à tout prix, et puis de me laisser surprendre le jour J. Donc ça, c'est obligatoire et je pense que je passe... l'écriture de l'interview, je crois, me prend une demi-journée, mais en amont, il y a les podcasts que j'ai écoutés en faisant la vaisselle,
en étendant le linge. Il y a les bouquins que j'ai lus dans le métro et quand j'ai du temps libre. Et aussi, un truc que je fais maintenant, mon fils aussi, il l'a identifié, c'est trop mignon. C'est qu'avec mon crayon, quand je lis des livres, je souligne plein de choses. Il m'a déjà dit, papa, il souligne plein de trucs dans les bouquins pour préparer ses podcasts. Et une fois que je m'assois pour préparer mon entretien, je prends les livres, supposons que ça vient d'un bouquin, et après, sur un fichier doc, en fait, je note toutes les choses qui me semblent importantes et puis je les hiérarchise. Et souvent, mes interviews, elles ont un fil assez commun qui est l'arrière-plan de la personne, les éléments. Je suis dans un truc assez narratif, les éléments un peu déclencheurs qui ont un peu tout changé, comment il ou elle a réagi à ça. Puis après, j'ai peut-être un peu nerdé sur un détail qui, je sais, va intéresser l'audience parce que je le fais avant tout pour moi, mais je le fais aussi pour les gens. Donc, il y a vraiment ce mix entre je vais chercher ce qui m'intéresse et aussi je sais ce qui est attendu. Et donc, je mets les deux dans mes entretiens. Ouais, ce que tu décris, c'est un parcours créatif assez, classique de divergence où tu vas aller butiner, tu vas aller chercher plein d'informations. Tu vas t'immerger dans l'univers, dans la matière qui a été créée par cette personne. Dans les 2 cas, c'est des personnes qui sont intellectuelles pour hérétiques, qui vont avoir écrit beaucoup, s'être exprimées beaucoup. C'est des intellectuels. Pour sens créatif, c'est plus des personnes qui sont illustrateurs et illustratrices, donc il faut aller voir ce qu'ils ont produit, mais plus visuellement. Donc tu vas les butiner et ensuite, après t'être immergé, après cette phase de divergence, tu vas faire de la convergence et tu vas te poser devant une feuille et après restructurer et créer des ponts, des liens entre des choses qui n'avaient pas été reliées avant et ça, c'est de la créativité, d'aller prendre cette matière, de les connecter et de les reconnecter à toi. Qu'est-ce que tu as envie de savoir ou ce que ton audience a envie de savoir? Et c'est important pour moi aussi de créer un arc narratif, c'est-à-dire que par moment, il y a des éléments qui peuvent m'intéresser moi, mais qui finalement, je vois, ne servent pas le propos principal. Du coup, j'ai toujours une section en bas de mes préparations d'interview intitulée Autres questions, citations, qui sont une sorte de pense-bête. Si au milieu de l'interview, la personne va parler de quelque chose, tac, ça me vient en tête en disant ah, je peux peut-être parler de ça, mais je ne vais pas la prévoir en tout cas. Parce que c'est peut-être un détail qui est important pour moi, mais qui ne va pas servir le propos. Et j'essaie toujours d'avoir un arc narratif où j'embarque les personnes dans une forme d'introspection, d'intimité, de safe zone pour qu'ils se racontent et après redescendre gentiment. Et voilà. Pour, faire un petit point, sur ce concept d'art narratif qui est hyper important, qu'on peut souvent entendre, mais qui peut être pas forcément très concret pour les gens. Un arc narratif, c'est quand on s'imagine que la personne qui raconte son histoire, donc ça peut être dans un livre, dans un film ou en l'occurrence dans une interview, on va la voir commencer à un point A avec un certain état d'esprit, une certaine compétence, une certaine vie et elle va terminer à un point B et ça, c'est la fin de l'histoire, le point B. Au point B, eh ben, elle aura vécu des choses, elle aura peut-être perdu des choses, gagné des choses, appris des choses, elle aura peut-être rencontré des personnes, peut-être sa vie n'aura plus rien à voir et donc du coup, c'est ce travail-là que tu fais, Jérémy, en disant: «Je veux faire un arc narratif, je regarde le parcours de la personne, j'essaye de voir s'il y a des grandes phases dans sa vie et c'est ça que je veux lui faire raconter et que je veux faire vivre à mon audience pardon, qui est je veux le faire comprendre comment cette personne est passée du point A à un point B et c'est du coup, c'est un principe de storytelling. On peut se l'appliquer à soi-même, à se raconter sa propre histoire ou faire l'exercice à la personne qu'on va interviewer et ça va être très puissant puisque, eh bien, les personnes qui écoutent vont davantage vivre d'émotions, vont s'identifier à la personne et donc du coup, vont avoir une attention qui est plus captée et vont davantage mémoriser aussi ce que va dire la personne. Ça, c'est tout le pouvoir du storytelling sur lequel je vais revenir, dans un prochain épisode. Restez à l'écoute. Un autre point aussi que tu as cité, c'est le parcours du héros et quand tu dis: «J'ai mon doc devant moi, alors je vais regarder les sujets secondaires, s'il a rencontré et cetera». Est-ce que c'est un modèle que tu vas, utiliser consciemment? Ce parcours du héros de Campbell, on dit, c'est une structure narrative? Campbell, Joseph Campbell. Oui et non, enfin dans le sens où le voyage du héros, il est quand même hyper dense. Mais dans les grandes lignes, oui, enfin on pourrait dire c'est un peu ça que je vais chercher, c'est tu pars d'un point A, comme tu l'as dit,
il t'arrive des aventures, tu te transformes en plein milieu, tu meurs peut-être, tu ressuscites, tu es transformé et tu retournes chez toi vers les tiens pour leur apporter l'élixir. Grosso modo, je charcute le mythe du héros, mais c'est un peu ça. Mais ce qui est super intéressant, c'est que tu veux raconter une histoire, mais tu sais qu'il faut renoncer. Parce que moi, je vois un peu un écueil dans les trucs de conversation où on va aller chercher de la chronologie, on va poser des questions sur l'enfance, sur ci, sur ça, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Et toi, tu sais, en fait, tu sais ce que tu as envie de montrer et tu vas pas non plus être exhaustif et raconter l'histoire en long et en large et en travers parce que tu as cette empathie pour ton audience de ce qui va les intéresser ou pas et tu as aussi cette technicité de savoir ce qui fait une bonne histoire et sur quoi on doit passer du temps ou pas passer du temps par rapport à la question que tu t'es notée. Je ne suis que sur des ponts, en fait. Tout est prétexte à avancer dans l'histoire. Dans ton enfance, qu'est-ce qui a fait que tu es tombé amoureux, prenons, du dessin? Qu'est-ce que c'est venu, créer chez toi? Ou que ce soit, tu as grandi dans quel contexte religieux? Je vais pas commencer à lui demander: «Est-ce que tu aimais la guerre des étoiles et que tu mangeais au Play que tu jouais au Playmobil?» quoi. En fait, c'est juste genre, dans ton enfance, quels sont les éléments qui ont fait que tu deviens la personne que tu es aujourd'hui? Et puis après, voilà, on avance toujours dans l'histoire de la personne, mais toujours en lien avec la thématique globale pour que, prenons au premier tiers de l'entretien, on arrive dans le vif du sujet. Et je les mets à l'aise. Je sais qu'il y a des podcasteurs qui vont commencer tout de suite leur entretien avec une question très forte, où ils vont rentrer dans le steak immédiatement. C'est une technique, pourquoi pas. Moi, je sais que j'ai un côté un petit peu trop gentil, gentil, où je veux pas non plus brusquer les gens trop vite. Mais voilà, je les mets en confiance et les gens se racontent et c'est vachement chouette. Et puis, moi, je fais avancer petit à petit le fil pour arriver à le substantifique moelle. Et souvent, les gens me disent: waouh, je m'attendais pas à raconter tout ça, ça m'a fait du bien d'être écouté. Et j'avais pas mis tous ces éléments en perspective. Et du coup, moi, j'ai un regard extérieur et je lui dis: mais ça entre en parallèle avec ça. Et ça entre en écho avec ça. Qu'est-ce que ça t'évoque, etc. Quelqu'un nous a déjà dit, à Laurent et moi, qu'on était un peu les psys des créatifs. Il y a un peu de ça finalement. Mais oui, en tout cas, mes questions servent toujours le propos principal. Si on s'attarde pendant 1 ou 2 minutes sur un petit détail rigolo, ça me va très bien. Mais si on s'étale 5, 10 minutes, je vais vraiment essayer de revenir sur le principal. Et si je n'y arrive pas, ça va être cuté au montage. Si tu as en face de toi plein de gens qui nous écoutent et qui ont envie de progresser en interview, quel est le conseil que tu leur donnerais? Apprenez à écouter, approfondissez votre sujet, ne gardez rien pour vous, allez-y à fond, craftez, soyez méticuleux dans la préparation. Et le jour J, amusez-vous, laissez-vous surprendre, prenez des chemins de travers s'ils se présentent à vous. C'est vraiment une danse entre la préparation et le lâcher prise. Soyez réguliers. Écoutez des podcasts ou lisez les trucs sur l'art de l'interview. Demandez des retours également. Moi, j'avoue que ça m'a beaucoup conforté le fait que sur la durée, on me dise systématiquement que je suis un bon intervieweur. Parce qu'on peut tous avoir, et surtout dans le podcast, qui est un peu finalement un média un peu bricolé, un peu ce syndrome de l'imposteur, de je suis pas légitime, etc. Mais bon, moi, je sais pas, j'ai peut-être au total près de 150 interviews dans les dents par rapport aux grands journalistes et intervieweurs. C'est pas grand-chose, mais à ma petite mesure autodidacte, ça fait un paquet. Souvent, j'entends, tu poses des bonnes questions, tu es un bon intervieweur, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, tu te dis, bon, les gens, ils sont pas juste en train de me flatter, en fait, ils sont sincères. Ça veut pas dire que je dois me reposer sur mes lauriers, mais ça veut dire que j'ai quelque chose et que je l'assume et que je vais l'honorer et honorer les personnes qui m'écoutent et amener ça à chaque match, entre guillemets. Pour moi, chaque interview, c'est vraiment... Et c'est vrai qu'il y a des entretiens dont je ressors où je me dis, waouh, c'était un bon entretien, c'était un bon match de tennis où on se renvoie la balle, où c'est vif. Et je sais que ça peut être vif parce que je l'ai bien préparé, parce que je connais le sujet de la personne et que je sais à quoi il ou elle fait référence à chaque fois. J'ai interviewé quelqu'un vendredi, je me suis pas encore suffisamment plongé dans son travail. Vendredi soir, enfin vendredi toute la journée, j'ai lu son bouquin. Et quand j'ai fini de le lire, ça faisait, je sais pas moi, 140 pages, je me suis dit, waouh, si j'avais pas lu ce livre, si j'avais juste les petits trucs qu'il y avait sur Internet, j'aurais pas eu suffisamment de billes. Et là, je me sens vraiment équipé, même si ça m'a pris un peu plus de temps pour vraiment me préparer.
Exigence, lâcher prise et maîtrise. Merci beaucoup Jérémy pour tous ces conseils. Je suis sûre qu'ils seront super utiles à celles et ceux qui nous écoutent. Si vous avez envie de réagir aux propos de Jérémy, si ça vous a aidé, si ça vous a débloqué, ou si justement vous dites «Ah mais j'arrive pas à appliquer ces conseils», n'hésitez pas à venir me voir pour m'en parler ou aller voir Jérémy sur ses réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. Merci Jérémy pour cette discussion. Comme à chaque fois, j'ai l'impression que le temps passe si vite et j'ai envie de continuer, mais il faut qu'on raccroche et je sais qu'on aura d'autres occasions de discuter ensemble. À très vite Jérémy. Merci Anne-Claire, à très bientôt, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.